je suis retournée chez Huawei, un P30 Lite. Il est reconditionné, c'est un occasion, puisque vous le savez, la marque Huawei ne se vend plus en Europe pour l'instant. Dommage parce que moi j'adorais vraiment les Huawei et c'est pour cela que j'y suis retournée. Donc mon précédent téléphone était un Huawei que j'avais depuis pas mal de temps et bon qui m'a lâché parce que voilà, il avait fait son temps. Mais avant Huawei, j'avais quasiment tout le temps été Samsung. Donc moi du moment que c'est Android, il n'y a pas de problème. J'étais sûre de la qualité des deux. Sauf que avec ce qui m'est arrivé au niveau du son, j'ai commencé à douter en fait de la qualité des Samsung pour ça, pour cette partie-là en tout cas. Et la preuve en est, c'est que dès que j'ai acheté mon Huawei, c'est la première chose que j'ai faite, que j'ai essayé la vidéo, le son, et c'était bien mieux. Donc là, au moment où je vous parle, moi ça me semble bien mieux. J'espère que en faisant le montage, je vais pas me dire et non, merde, finalement ça ne va pas du tout, c'est encore autre chose. Et là, littéralement, je pète un plomb. Mais ce qui veut dire que ça ne viendrait finalement peut-être pas de mon téléphone, mais d'autre chose. Mais encore une fois, j'avais fait tous les paramètres. Donc ça sera la bonne occasion de me dire aujourd'hui ce que vous en pensez, si c'est mieux, si c'est revenu comme avant, etc. Et si c'est bien le cas, et bien dans ces cas-là, si vous voulez faire de votre côté des vidéos ASMR, n'utilisez pas un Samsung. Ou alors si vous avez une bonne qualité de son, ne changez pas de téléphone, surtout. Donc je croise les doigts en espérant que durant le montage, je ne me change pas d'avis. Et dans ces cas-là, je serai fortement dégoûtée. Mais bon, c'est parti. Alors, donc nous en étions arrivés au chapitre 2. Je sais que les lectures chuchotées, c'est pas le kiff de tout le monde hein, en ASMR. Et ce que je comprends, en plus il paraît que moi j'ai un parler différent, un chuchotement différent. Euh, donc pour ceux qui aiment et qui en sont fans, j'espère que ça vous plaira. Chapitre 2, journal de Jonathan Harker. Suite. Le 5 mai. Sans doute m'étais-je endormie. Sinon, comment aurais-je pu ne pas être frappée par le spectacle qu'offrait ce vieux château? Dans la nuit, la cour paraissait grande et comme en outre plusieurs passages obscurs partaient de là et conduisaient sous de grandes arches, cette cour paraissait peut-être encore plus grande qu'elle n'était en réalité. Je ne l'ai pas encore vue pendant la journée. La calèche s'arrêta, le cocher en descendit, puis me tendit la main pour m'aider à descendre à mon tour. De nouveau, je ne pus m'empêcher de sentir sa force prodigieuse. Sa main ressemblait à un étau d'acier qui, s'il l'avait voulu, aurait bel et bien écrasé la mienne. Il prit ensuite mes bagages, les posa à terre à côté de moi, qui me trouvait près d'une grande porte ancienne. Toute cloutée de caboches de fer, l'embrasure était de pierre massive. Malgré l'obscurité, je remarquai que la pierre était sculptée, mais que le temps et les intempéries avaient considérablement usé ces sculptures. Le cocher remonta sur son siège, agita les rênes. Les chevaux repartirent et la voiture disparut sous un des passages obscurs. Je restai là, ne sachant que faire, pas de cloche pour sonner, pas de marteau pour frapper, et il n'était pas vraisemblable que l'on pût entendre ma voix de l'autre côté de ces murs épais et de ces fenêtres noires. J'entendis de longs moments qui me semblèrent sans fin, sentis revenir toutes mes appréhensions, toutes mes angoisses. Où donc étais-je venue et devant quels gens allais-je me trouver? Dans quelles sinistres aventures m'étais-je engagée? Était-ce un incident ordinaire dans la vie d'un clerc de Solicitor qui arrivait ici pour expliquer l'achat d'une propriété sise près de Londres? Clerc de Solicitor, voilà qui n'aurait pas plu à Mina. Solicitor plutôt, car quelques heures à peine avant de quitter Londres, j'en ai été informée. J'avais réussi mes examens. J'ai donc le titre de Solicitor. Je me mis à me frotter les yeux, à me pincer un peu partout pour m'assurer que j'étais bien éveillée, car je croyais au contraire faire un horrible cauchemar. Je me disais que j'allais bientôt réouvrir les yeux pour constater que j'étais chez moi, que l'aurore éclairait peu à peu mes fenêtres. Ce n'aurait pas été ma première nuit de sommeil agité après une journée de travail excessif,
vacillant dans le courant d'air et projetant de longues ombres tremblotantes autour d'elle. D'un geste poli de la main droite, l'homme me pria d'entrer et me dit dans un anglais excellent, mais sur un ton bizarre: « Soyez le bienvenu chez moi, entrez de votre plein gré. » Il n'avança pas d'un pas vers moi. Il restait là, semblable à une statue, comme si le premier geste qu'il avait eu pour m'accueillir l'avait pétrifié. Pourtant, à peine avais-je franchi le seuil qu'il vint vers moi, se précipitant presque, et de sa main tendue saisit la mienne, avec une force qui me fit frémir de douleur. D'autant plus que cette main était aussi froide que de la glace. Elle ressemblait davantage à la main d'un mort qu'à celle d'un vivant. Il répéta: « Soyez le bienvenu chez moi, entrez de votre plein gré, entrez sans crainte et laissez ici un peu de bonheur que vous apportez. » La force de sa poignée de main en outre me rappelait à quel point celle du cocher, dont à aucun moment je n'avais vu le visage, que je me demandais alors si ce n'était pas encore au cocher que j'étais en train de parler. Je voulus m'en assurer. « Le comte Dracula, fis-je ?» S'inclinant courtoisement, il répondit: « Oui, c'est moi, le comte Dracula, et je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, monsieur Harker. Entrez, entrez, la nuit est froide, vous avez certainement besoin de vous reposer et aussi de manger quelque chose. » Tout en parlant, il posa la lampe sur une console fixée au mur et descendit le seuil. Il alla prendre mes bagages avant que j'eusse pu l'en prévenir. Il les avait mis dans le corridor. J'ouvris la bouche pour protester, mais aussitôt il m'imposa silence. « Non, monsieur, vous êtes mon invité. Il est tard, tous mes domestiques sont couchés. Permettez-moi de vous conduire moi-même à votre appartement. » Il insista, voulant à tout prix porter mes valises. Il traversa le corridor, prit un grand escalier en colimaçon, puis un autre couloir, sur le pavé duquel chacun de nos pas résonnait longuement. Arrivé au bout, il poussa une lourde porte, et je fus tout aise de me trouver dans une chambre bien éclairée, où la table était dressée pour le souper, et où un grand feu de bois flamboyait dans l'imposante cheminée. Le comte s'arrêta, déposa mes bagages, ferma la porte, et traversant la chambre se dirigea vers une autre porte qui ouvrait sur une petite pièce octogonale, éclairée par une seule lampe. Je n'y vis aucune fenêtre. Passant par cette pièce, mon hôte alla vers une autre porte encore, la poussa et m'invita d'un geste à franchir ce nouveau seuil. Ah, l'agréable spectacle! C'était une vaste chambre à coucher, bien éclairée et chauffée, elle aussi par un grand feu de bois. Visiblement, on venait de l'allumer, mais il ronflait déjà dans la haute cheminée. Ce fut encore le comte lui-même qui apporta mes valises dans cette chambre, puis il se retira et me dit au moment de refermer la porte: « Vous désirez certainement, après ce voyage, vous reposer un peu et changer de vêtements. J'espère que vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous serez prêt, revenez dans l'autre chambre, votre souper vous y attend. » La lumière et la bonne chaleur, la courtoisie du comte aussi, tout cela semblait avoir mis fin à mes angoisses. Rassuré, je m'aperçus tout d'un coup que j'étais à demi-mort de faim. Je fis rapidement ma toilette et retournai dans l'autre chambre comme m'y avait invité le comte. Le repas était déjà servi. Mon hôte, appuyé à l'un des côtés de la cheminée, me désigna la table d'un geste aimable. « Je vous en prie, dit-il, prenez place et soupez à votre aise. Vous m'excuserez, j'espère, si je ne partage pas votre repas, mais ayant dîné, je ne pourrai point souper. » Je lui tendis la lettre scellée que M. Hawkins m'avait remise pour lui. Il l'ouvrit et la lut, l'air grave. Puis avec un charmant sourire, il me la donna pour que je la lise à mon tour. Un passage au moins de cette lettre me combla de joie. Je regrette vraiment qu'une nouvelle attaque de goutte m'empêche de voyager en ce moment et m'en empêchera pendant un bon bout de temps, je le crains. Néanmoins, je suis heureux de pouvoir vous envoyer à ma place quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Ce jeune homme est plein d'énergie, il connaît parfaitement son métier. Je le répète, on peut avoir confiance en lui et il est la discrétion même
Quand j'arrivais à la fin de mon récit, j'avais également terminé mon souper, et mon hôte, en ayant exprimé le désir, j'approchai une chaise du feu de bois pour fumer confortablement un cigare qu'il m'offrait, tout en s'excusant de ne pas fumer lui-même. C'était en vérité la première occasion qui m'était donnée de pouvoir bien observer ses traits accentués me frappèrent. Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes mais abondants sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez et leurs poils, tant ils étaient longs et touffus, donnaient l'impression de boucler. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache, avait une expression cruelle et les dents éclatantes de blancheur étaient particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles et vers le haut se terminaient en pointe. Le menton large annonçait lui aussi de la force et les joues, quoique creuses, étaient fermes. Une pâleur étonnante, voilà l'impression que laissait ce visage. J'avais bien remarqué certes le dos de ses mains qu'il tenait croisées sur ses genoux, et à la clarté du feu, elles m'avaient paru plutôt blanches et fines. Mais maintenant que je les voyais de plus près, je constatais au contraire qu'elles étaient grossières, larges, avec des doigts courts et gros. Aussi étrange que cela puisse sembler, le milieu des paumes était couvert de poils. Toutefois, les ongles étaient longs et fins, taillés en pointe. Quand le comte se pencha vers moi, à me toucher, je ne pus m'empêcher de frémir. Peut-être son haleine sentait-elle mauvais. Toujours était-il que mon cœur se souleva et qu'il me fut impossible de le cacher. Le comte, sans aucun doute, le remarqua, car il recula en souriant d'un sourire qui me parut de mauvais augure et qui me laissa encore mieux voir ses dents proéminentes. Puis il alla reprendre sa place près de la cheminée. Nous restâmes un bon moment sans parler, et comme en regardant autour de moi je levai les yeux vers la fenêtre, je la vis qui s'éclairait des premières lueurs de l'aube. Un lourd silence semblait peser sur toute chose. Pourtant, en écoutant attentivement, j'eus l'impression d'entendre des loups hurler dans la vallée. Les yeux de mon hôte brillèrent, et il me dit « Écoutez-les, les enfants de la nuit, en font-ils une musique ?» Laissant sans doute quelques étonnements sur mon visage, il ajouta « Ah, monsieur, des citadins comme vous ne pourront jamais éprouver les sentiments du chasseur. » Pensant soudain à autre chose, il se leva. « Mais vous devez être fatigué, fit-il. Votre chambre est prête, et demain vous dormirez aussi tard que bon vous semblera. Pour moi, je devrais m'absenter jusque dans l'après-midi. Dormez donc autant que vous en avez envie et faites de beaux rêves. » S'inclinant courtoisement, et toujours si courtoisement, pour me laisser passer, il ouvrit la porte de la petite pièce octogonale, et de là je gagnai ma chambre à coucher. Je suis plongée dans une mer de doutes, de craintes. Je pense à toutes sortes de choses étranges et bizarres, que je n'ose même pas évoquer clairement. Que Dieu me garde, ne serait-ce que pour ceux qui me sont chers. Le 7 mai, le matin à nouveau, mais je me suis bien reposée maintenant, et les dernières 24 heures se sont à tout prendre très bien passées. J'ai fait la grasse matinée, je me lève quand je veux. Une fois habillée le premier jour, je suis allée dans la pièce où j'avais soupé la veille et où le petit déjeuner était servi. Pour que le café restât chaud, on avait posé la cafetière dans l'âtre. Sur la table, je trouvai une carte portant ces mots. Je dois m'absenter, ne m'attendez pas. D. Je déjeunai confortablement. Lorsque j'eus terminé, je cherchai des yeux une sonnette pour avertir les domestiques qu'on pouvait desservir, mais je ne vis de sonnette nulle part. À considérer les richesses extraordinaires étalées un peu partout dans cette maison, il est difficile de ne pas s'étonner qu'il manque des objets tout simplement utiles. Le service de table est en or, admirablement ciselé, sans aucun doute d'une très grande valeur. Les rideaux sont faits des tissus les plus somptueux, les plus coûteux.
un seul miroir, pas un seul dans aucune des chambres. Il n'y a même pas une glace sur ma table de toilette, et quand je veux me raser ou me brosser les cheveux, je dois me servir du tout petit miroir de mon nécessaire de voyage. Pas de domestique non plus, du moins je n'en ai pas encore aperçu un seul. Du reste, je n'ai pas entendu le moindre bruit depuis que je suis ici, si ce n'est le hurlement des loups. Après mon repas, je ne sais vraiment s'il faut l'appeler petit déjeuner ou dîner, car il devait être 5 ou 6 heures quand je le pris. Je laissai passer quelques moments, puis j'eus envie de lire, ne voulant pas explorer le château avant d'en avoir demandé la permission au comte. Mais dans la pièce où je me trouvais, il n'y avait ni livre, ni journal, ni même de quoi écrire. Aussi allai-je ouvrir une des portes, et je me trouvai précisément dans une sorte de bibliothèque où j'essayai d'ouvrir encore une autre porte, vis-à-vis de celle par laquelle je venais d'entrer. Mais elle était fermée à clé. Quelle agréable surprise de trouver le bon nombre de livres anglais. Il y en avait des rayons entiers, ainsi que plusieurs collections de revues et de journaux. Une table au milieu de la pièce était couverte de revues et de journaux anglais également, mais aucun de ces imprimés n'était récent. Les livres traitaient des sujets les plus divers: histoire, géographie, politique, économie, botanique, géologie, droit, et tous concernaient l'Angleterre, la vie et les coutumes anglaises. J'étais en train d'examiner tous ces titres lorsque la porte s'ouvrit et le comte entra. Il me salua d'une façon très cordiale, me demanda si j'avais passé une bonne nuit. « Je suis fort aise que vous soyez venu dans la bibliothèque, dit-il alors, car vous trouverez tout cela fort intéressant, j'en suis sûr. » Ces livres, il promenait la main sur le dos des volumes, ont toujours été pour moi de précieux amis, et depuis quelques années, c'est-à-dire depuis que m'est venue l'idée d'aller à Londres, ils m'ont procuré bien des heures de réel plaisir. Ils m'ont fait connaître votre beau, votre magnifique pays, et connaître l'Angleterre, c'est l'aimer. Je voudrais tant me promener parmi la foule dans les rues de Londres, cette grande ville imposante, me perdre dans la cohue de ces hommes et de ces femmes, partager l'existence de ce peuple et tout ce par quoi il passe, et jusqu'à la mort même. Mais hélas, jusqu'ici, c'est uniquement par les livres que je connais votre langue. J'espère, mon ami, que vous m'apprendrez à la parler. Mais comte, lui dis-je, vous parlez parfaitement l'anglais. Il s'inclina, le visage très grave. Merci, mon ami, votre appréciation est flatteuse, mais je crains fort d'être encore très loin de mon but. Il est vrai que je connais le vocabulaire et la grammaire, mais quant à parler convenablement, encore une fois, vous parlez parfaitement. Non, non, fit-il. Je sais bien que si j'étais à Londres, personne, à m'entendre parler, ne pourrait me prendre pour un Anglais. C'est pour cela que la connaissance que j'ai de l'anglais ne me suffit pas. Ici, je suis un gentilhomme, un boyard. Les petites gens me connaissent, et pour ces petites gens, je suis un seigneur. Mais être étranger dans un pays étranger, c'est comme si on n'existait pas. Personne ne vous connaît, et donc on ne se soucie de vous le moins du monde. Tout ce que je demande, c'est d'être considéré comme un homme semblable aux autres. C'est que personne ne s'arrête en me voyant ou n'interrompe sa conversation en me demandant parler pour jeter un dédaigneux « Ah, c'est un étranger ». J'ai été maître pendant tant d'années que je veux le rester. Du moins, je veux que personne ne soit mon maître. Vous arrivez chez moi, non seulement comme l'agent de mon ami Peter Hawkins d'Exeter, afin de me mettre au courant de tout ce qui concerne ma nouvelle propriété londonienne. Votre séjour chez moi, je l'espère, se prolongera, et ainsi de conversation en conversation, je me familiariserai avec l'accent anglais. Je vous demande de relever la moindre des fautes que je ferai en parlant. Je suis navrée d'avoir dû m'absenter aussi longtemps aujourd'hui. Vous m'excuserez, n'est-ce
allusion fit bondir la conversation, comme il était évident que le comte désirait parler, ne fût-ce que pour le plaisir de parler. Je lui posai maintes questions au sujet de ce que j'avais déjà pu remarquer dans son pays ou de ce que j'y avais déjà vécu. Parfois, il éludait le sujet ou détournait l'entretien en prétendant qu'il ne comprenait pas ce que je voulais dire. En général, pourtant, il me répondit franchement. Au bout de quelques moments, me sentant plus rassuré, je lui parlai de la fameuse nuit où j'étais arrivé au château et je le priai de m'expliquer, entre autres choses, pourquoi le cocher descendait de la voiture chaque fois qu'il voyait une flamme bleue et pourquoi il allait vers l'endroit même où elle brillait. Il m'apprit que selon une croyance populaire, pendant une certaine nuit de l'année, la nuit où les mauvais génies sont supposés être les maîtres du monde, on voit une flamme bleue à chacun des endroits où un trésor est caché sous terre. Sans doute, poursuivit-il, un trésor a-t-il été enterré dans la région que vous avez parcourue l'autre nuit, car c'est un pays que se sont disputés pendant des siècles les Valaques, les Saxons et les Turcs. Vraiment, il n'y a pas un morceau du sol qui n'ait été enrichi du sang de tous ces hommes, patriotes ou envahisseurs. Ce fut une époque extraordinaire. Les hordes autrichiennes et hongroises nous menaçaient et nos ancêtres allaient bravement à leur rencontre. Les femmes comme les hommes, les enfants comme les vieillards, tous attendaient l'ennemi perché au sommet des rochers, et là ils provoquaient d'artificielles avalanches qui engloutissaient l'envahisseur. Quand malgré tout l'ennemi victorieux parvenait à passer, il ne trouvait à peu près plus rien dans le pays, car tous les habitants avaient enfoui dans la terre tout ce qu'ils possédaient. Mais, demandai-je, comment se fait-il que ces biens soient restés cachés aussi longtemps, alors que les petites flammes bleues indiquent l'endroit où ils se trouvent, à tout homme qui veut seulement prendre la peine de regarder? Le comte eut un sourire qui découvrit ses gencives et ses longues dents pointues. Ah, fit-il, c'est que votre homme est tout ensemble un imbécile et un poltron. Ces flammes apparaissent, je vous l'ai dit, pendant une seule nuit de l'année, une seule seulement. Et cette nuit-là, il n'y a pas un homme dans ce pays qui voudrait mettre le nez dehors, à moins d'y être obligé. Et cher monsieur, croyez-moi, s'il sortait de chez lui, alors il ne saurait que faire. Cet homme dont vous me parlez et qui aurait marqué l'endroit de chaque flamme, eh bien, il lui serait impossible de retrouver ensuite les repères qu'il aurait posés. Vous non plus, je le jurerai, vous ne retrouveriez pas les endroits où vous avez vu ces flammes. C'est vrai, répliquai-je, pas plus que je ne pourrais retrouver un mort si je me mettais à sa recherche. Et nous parlâmes d'autre chose. Allons, dit-il finalement, donnez-moi des nouvelles de Londres et tous les détails qu'il vous sera possible au sujet de la maison que vous avez achetée pour moi. Je l'ai prié de bien vouloir excuser ma négligence et sortis pour aller chercher les papiers de ma chambre. Pendant que je les mettais en ordre, j'entendis un cliquetis de porcelaine et d'argenterie dans la pièce voisine, et quand j'y repassai, je remarquai qu'on avait desservi la table et allumé la lampe, car il faisait presque nuit. Dans la bibliothèque aussi, les lampes étaient maintenant allumées, et je trouvai le comte étendu sur le sofa en train de lire. Parmi d'autres livres, il avait choisi le guide anglais de Bradshaw, mais l'abandonnant, il se leva aussitôt pour venir ôter les volumes et les journaux qui encombraient la table, et nous nous mîmes à examiner ensemble mes plans et mes chiffres. Chaque détail vraiment l'intéressait. Il me posa des questions sans fin sur la maison, l'endroit où elle était située et sur les lieux environnants. Ce dernier point, sans aucun doute, il l'avait déjà étudié minutieusement, car je m'aperçus qu'il en savait beaucoup plus que moi. Je ne manquai d'ailleurs pas de le lui faire remarquer. Mais mon ami, fit-il, alors, ce n'est-il pas nécessaire pour moi? Quand j'irai là-bas, je serai seul, et mon cher Harker Jonathan, oh, pardonnez-moi, nous avons l'habitude dans ce pays de mettre le nom de famille avant le prénom. Mon cher Jonathan Harker ne sera pas près de moi pour m'aider de ses conseils et de ses connaissances. Non, pendant ce temps, à des miles de là, à Exeter, il s'occupera d'affaires notariales avec mon autre ami Peter Hawkins. Alors, lorsqu'il eut pris connaissance de tous les détails concernant l'achat du domaine de Purfleet, qu'il eut signé les pièces nécessaires et écrit une lettre envoyée par le
superficie est d'environ 20 acres et la propriété est entièrement entourée, je l'ai dit, de gros murs de pierre. Les arbres sont si nombreux qu'ils l'assombrissent par endroits. L'étang profond doit être alimenté par plusieurs sources, car l'eau en est claire. Elle s'écoule plus loin en un ruisseau assez large. La maison est très grande et date assurément du Moyen-Âge. Une partie en effet est de pierre fort épaisse et les rares fenêtres qu'on y voit sont haut placées et défendues par de lourds barreaux de fer. Peut-être était-ce autrefois un donjon, ou en tout cas une chapelle y est attenante. N'ayant pas la clé de la porte qui permet de passer de la maison dans cette annexe, je n'ai pu y entrer, mais je l'ai photographiée sous plusieurs angles. La demeure proprement dite a été bâtie plus tard, et je ne pourrais en apprécier la dimension qui est considérable. C'est tout ce que je puis dire. Il n'existe que quelques maisons dans les environs, dont une très grande et plutôt récente qui est devenue un hospice pour aliénés. Celui-ci cependant n'est pas visible du domaine de Carfax. Lorsque j'eus terminé, le comte tint à m'expliquer à quel point sa nouvelle demeure le satisfaisait. Qu'elle soit vaste et ancienne, cela me ravit, dit-il. J'appartiens moi-même à une très ancienne famille et je mourrai bientôt. S'il me fallait vivre dans une maison neuve, ce n'est pas en un jour qu'une maison devient habitable, et après tout, il faut beaucoup de jours, n'est-ce pas, pour faire un siècle. Je suis très content également de savoir qu'il y a une chapelle, parce qu'il ne nous est pas du tout agréable à nous, gentilshommes de Transylvanie, de penser que nos ossements pourraient être mêlés à ceux des gens qui nous sont inférieurs. En ce qui me concerne, je ne recherche plus ni la gaieté ni la joie. Je n'attends que le bonheur que donne aux jeunes gens une journée de grand soleil et le sentiment des eaux. C'est que je ne suis plus jeune. Mon cœur, qui a passé de longues années à pleurer les morts, ne se sent plus attiré par le plaisir. D'autre part, les murs de mon château tombent en ruine, les ombres le traversent en grand nombre, et les vents y soufflent de partout. J'aime les ombres et tout ce qui est obscur, rien ne me plaît tant que d'être seul avec mes pensées. Ces paroles semblaient contredire l'expression de son visage, ou bien étaient-ce ses traits qui donnaient à son sourire un je ne sais quoi de méchant et de sombre. Bientôt, il s'excusa de devoir me quitter et me demanda de rassembler les papiers. Quand il ne revenait pas, comme il ne revenait pas, je me mis à parcourir un livre puis un autre. Mes yeux tombèrent sur un atlas ouvert, bien entendu, à la carte d'Angleterre, et visiblement cette carte avait été consultée de très nombreuses fois. Je vis même qu'elle était marquée de plusieurs petits cercles. Les examinant mieux, je constatai que l'un de ceux-ci était tracé à l'est de Londres, là même où était situé le nouveau domaine du comte. Deux autres cercles indiquaient l'emplacement d'Exeter et celui de Whitby, sur la côte du Yorkshire. Une heure s'était presque écoulée quand le comte est réapparu. « Ah, fit-il, toujours à lire, à la bonne heure. Mais vous savez, il ne faut pas travailler tout le temps. Venez, on vient de m'avertir que votre souper est prêt. » Il me prit le bras et nous passâmes dans la chambre voisine où, en effet, un souper délicieux était servi. Une fois encore, le comte s'excusa. Il avait dîné dehors. Mais comme le soir précédent, il s'assit près de moi et nous bavardâmes pendant tout le temps que je mangeais. Lorsque j'eus terminé, je fumai toujours comme le soir précédent, tandis qu'il ne cessait de me poser question sur question. Les heures passaient, je devinais que la nuit devait être fort avancée, mais je ne disais rien, sentant qu'il était de mon devoir de complaire à mon hôte en toutes choses. Je n'avais nullement envie de dormir. Mon long repos de la veille m'avait complètement remis de la fatigue du voyage. Pourtant, j'éprouvais ce frisson que tout le monde ressent peu avant l'aube, laquelle n'est pas sans rappeler une marée nouvelle. On dit que les moribonds rendent souvent le dernier soupir à la naissance du jour ou à marée changeante. Tous ceux qui ont vécu cet instant où l'on passe de la nuit au jour me comprendront aisément. Soudain, nous entendîmes le chant d'un coq déchirer l'air d'une façon presque surnaturelle. Le comte Dracula se leva d'un bond et s'écria « Quoi, le matin déjà ? Encore une fois, pardonnez-moi de vous avoir obligé à veiller si longtemps. Désormais, quand vous me parlerez de l'Angleterre, mon nouveau pays qui m'est déjà si cher, essayez de rendre vos propos moins intéressants afin que je n'oublie plus le temps qui passe. » En
Mais à présent je suis heureux de m'être, dès le début, arrêté sur chaque détail, car ce château, ainsi que tout ce qu'on y voit et tout ce qui s'y passe, est si étrange que je ne puis m'empêcher de m'y sentir mal à l'aise. Je voudrais en sortir sain et sauf, ou n'y être jamais venu. Il se peut que veiller ainsi chaque nuit mette mes nerfs à rude épreuve, et encore s'il n'y avait que cela. Peut-être supporterais-je cette existence si au moins je pouvais parler à quelqu'un, mais voilà, il n'y a absolument personne à part le comte. Or, s'il faut dire le fond de ma pensée, j'ai bien peur d'être ici la seule âme qui vive. Oui, si l'on me permet d'exposer les faits tels qu'ils sont, cela m'aidera peut-être à les subir avec un peu plus de patience, à mettre un frein à mon imagination. Sinon je suis perdu. Les faits tels qu'ils sont du moins tels qu'ils me semblent être. Quand je me fus mis au lit, je dormis quelques heures à peine, et sentant que je ne pourrais pas me rendormir, je me levai. J'avais accroché à la petite glace de mon nécessaire à l'espagnolette de ma fenêtre, et je commençais à me raser quand soudain je sentis une main se poser sur mon épaule et reconnus la voix du comte qui me disait bonjour. Je sursautai fort, étonné de ne pas l'avoir vu venir, puisque dans le miroir je voyais refléter toute l'étendue de la chambre qui se trouvait derrière moi. Dans mon mouvement de surprise, je m'étais légèrement coupé, ce que je ne remarquai pas au moment même. Lorsque j'eus répondu au comte, je regardai à nouveau dans le miroir, essayant de comprendre comment j'avais pu me tromper. Cette fois, il n'y avait pas d'erreur possible. Je savais que l'homme était tout près de moi. Il me suffisait de tourner légèrement la tête pour le voir contre mon épaule, et pourtant son image n'était pas reproduite dans la glace. Toute la pièce derrière moi était reflétée dans le miroir, mais il ne s'y trouvait qu'un seul homme, celui qui écrit ces lignes. Ce fait stupéfiant venait s'ajouter à tant d'autres mystères, ne fit qu'accentuer la sensation de malaise que j'éprouve toujours lorsque le comte est là, mais au même moment je m'aperçus que je saignais un peu au menton. Posant mon rasoir, je tournai la tête à demi pour chercher des yeux un morceau de coton. Quand le comte vit mon visage, ses yeux étincelèrent d'une sorte de fureur diabolique, et tout d'un coup il me saisit à la gorge. Je reculai brusquement et sa main toucha le chapelet auquel était suspendu le petit crucifix. À l'instant, il se fit en lui un tel changement, et sa fureur se dissipa d'une façon si soudaine que je pouvais à peine croire qu'il s'était mis réellement en colère. « Prenez garde, me dit-il, prenez garde quand vous vous blessez. Dans ce pays, c'est plus dangereux que vous ne le pensez. » Puis décrochant le miroir de l'espagnolette, il poursuivit. « Et si vous vous êtes blessé, c'est à cause de cet objet de malheur. Il ne fait que flatter la vanité des hommes. Mieux vaut s'en défaire. » Il ouvrit la lourde fenêtre d'un seul geste de sa terrible main et jeta le miroir qui alla se briser en 1000 morceaux sur le pavé de la cour. Puis il sortit de la chambre sans plus prononcer un mot. Comment vais-je pouvoir me raser maintenant? Je ne vois qu'un moyen, me servir en guise de miroir du boîtier de ma montre ou du fond du récipient où je mets mon blaireau, ce récipient étant heureusement en métal. Quand j'entrai dans la salle à manger, le petit déjeuner était servi, mais je ne vis le comte nulle part. Aussi, bien, je déjeunai seul. Je n'ai pas encore vu le comte manger ou boire. Quel homme singulier! Après mon repas, l'envie me prit d'aller à la découverte du château. Je me
ce deuxième